Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où j'évoque les livres qui m'ont occupé cette semaine, ceux que j'ai continué à lire, ceux que j'ai commencé à lire, ceux que j'ai cessé momentanément de lire. Ceux-là, on n'en parlera quasiment pas. Et puis ceux qui m'occupent au quotidien ou par moment. Alors, les livres dont je ne parlerai pas beaucoup, d'ailleurs ils sont éloignés, ils font trembler tout quand je m'en saisis, c'est le Ramus d'Herborance que j'ai lu dans un chapitre qui est le chapitre 6 de la deuxième partie. Ça, j'en parle ailleurs, donc j'en parle pas trop ici, mais c'est un plaisir énorme que de lire ça. Et puis mes lectures à haute voix, justement, celle de Ramus, elle est à haute voix, mais il y en a d'autres aussi qui sont un peu en plan. Non pas que j'ai pas de voix en ce moment, mais j'ai fait d'autres lectures, donc les Essais de Montaigne et les Regrets, les Antiquités de Rome de Du Bellay attendront un petit peu, mais je vais m'y replonger, je vais retrouver la langue du XVIe siècle par la suite. Albert Camus attendra aussi un petit peu, j'ai un tout petit peu feuilleté cette Pléiade Camus, mais plutôt dans la partie commentaire. Je m'apprête à lire Noces, son deuxième livre, ou du moins le deuxième livre des essais ici de Camus, d'un Camus qui est encore marqué par l'Algérie, par le soleil algérien, et donc ça, ce sont des choses qui m'occuperont sans doute un peu plus par la suite, et donc je les laisse de côté. Tiens, je vais les mettre ici derrière moi, et je vais parler donc des livres en cours de lecture, ou des livres terminés, ou des livres qui m'ont occupé. Mon livre de chevet en ce moment, ce sont les albums dont j'ai déjà parlé, et dont j'ai terriblement envie de reparler, du Donjon de Naheulbeuk, de Lang et Poinçot, ou plus précisément, rendons leur nom précis et complet aux auteurs. Scénario de John Lang, dessin de Marion Poinçot, couleurs de Sylvie Sabater. Et donc j'en suis dans la 6e saison, actuellement, là au tome 20, et j'ai lu depuis le tome 17, cette semaine, qui est toujours, donc c'est divisé en saisons. Est-ce qu'on est aussi dans la 6e saison? Non, c'est la fin de la 5e saison et le début de la 6e saison. Dans la 5e saison, il se retrouvait dans une sorte de labyrinthe souterrain, attaqué par d'étranges bêtes. Et on retrouve cette équipe donc d'aventuriers. Ici sur l'image qu'on peut voir, il y a quasiment toute l'équipe, une magicienne, un nain très antipathique, un ranger, une elfe devenue reine, alors qu'elle ne brille pas par l'intelligence, un barbare qui veut tout le temps la baston. Et puis, on trouve aussi un personnage d'orc et un petit personnage qui malheureusement va nous quitter, qui est une sorte de petit lutin, un autre nom, j'ai oublié maintenant, parce que ces personnages, après donc être sortis vainqueurs par miracle d'un labyrinthe souterrain, vont se retrouver pris dans une guerre, et donc on a tous les poncifs du récit de guerre un peu à la médiévale fantastique, mais avec aussi ce pas de côté qui rend cette histoire intéressante, c'est-à-dire qu'on a les poncifs du médiéval fantastique, du jeu vidéo. Je ne suis pas du tout joueur de jeux vidéo, donc ça me parle assez peu, ils essayent d'augmenter leur niveau et de passer au niveau 5, mais ça peine, parce que c'est pas des aventuriers extrêmement forts, et donc voilà, donc il se retrouve à une guerre qui est déclenchée un peu par erreur, par un personnage qui lance je ne sais quel
sort par une catapulte qui tue à peu près tout le monde, et donc évidemment il faut se venger, et une guerre se déclenche, des personnages y meurent, d'autres se retrouvent avec la jambe coupée. Heureusement on croise une magicienne qui vient aider la troupe. Là vous avez sur la couverture du dernier que j'ai lu, le personnage qui a la jambe coupée, c'est le barbare qui se retrouve avec une jambe en moins, qui est enfin, pense-t-il, au paradis, au Walhalla de Chrome, mais en fait non, il va survivre, va réussir par miracle à lui remettre sa jambe, et donc, bon, des aventures assez difficiles à croire, mais des aventures qui font plaisir à lire parce que justement on s'ennuie pas dans cette lecture-là, on joue avec ce monde et on est sans cesse, même dans le dessin aussi, il y a tout d'un coup des originalités, des personnages qui sont extrêmement bien dessinés, puis tout d'un coup ils ont des espèces de bouches triangulaires et ils ressemblent à des espèces de poupées, enfin tout ça est très bien fait, je me marre bien en lisant ça, donc je vais continuer. Les histoires de guerre. Alors les histoires de guerre, pour faire la transition, mais vers quelque chose qui n'a strictement rien à voir, c'est les guerrières de Monique Wittig. Quand j'en ai parlé la semaine passée, j'avais pas vraiment l'impression qu'il était vraiment question de guerre dans ce titre, les guerrières, qui ne sont pas des guerrières, mais qui en sont quand même. Et la deuxième partie, la fin, ce que j'ai lu durant cette semaine, m'a semblé plus revendicatif que ce qui était auparavant, plus violent par moments, mais toujours avec cette idée de mettre en avant une écriture de femme, une écriture féminine, mais qui ne soit pas l'écriture des clichés féminins, qui soit une écriture qui libère, une écriture de femmes libérées, de femmes libres. Et ce sont les femmes qui parlent. Il y a des hommes dans la deuxième partie de cette histoire-là, ou de ce livre-là, qui ne nous raconte pas forcément une histoire, ou alors en filigrane, on a une histoire. Mais voilà, lisons un extrait. Elles disent, très souvent ça commence comme ça, elles disent qu'elles sont concernées par la stratégie et par la tactique. Elles disent que les armées massives, on voit le vocabulaire militaire ici, qui comprennent des divisions, des corps, des régiments, des sections, des compagnies, sont inopérantes. On voit aussi comment elle remet en cause les catégories masculines élaborées par les hommes pour les hommes. Leurs exercices consistent en manœuvres, marches, gardes, patrouilles. Ils ne donnent aucune vraie pratique du combat. Elles disent qu'ils ne forment pas au combat. Elles disent que dans ces armées, on n'apprend pas le maniement des armes d'une façon efficace. Elles disent que ces armées sont des institutions. On parle de leurs casernes, de leurs postes, de leurs garnisons. On parle de leurs trains, de leur génie, de leur artillerie, de leur infanterie, de leur état-major. Dans ce contexte, la stratégie consiste à faire des plans de campagne, la tactique des opérations d'avance ou de retraite. La stratégie alors vaut la tactique, toutes deux étant à court terme. Elles disent que dans cette conception de la guerre, les armes sont difficiles à déplacer. Les effectifs ne peuvent pas s'adapter à toutes les situations. La plupart du temps, ils combattent en terrain inconnu. Elles disent que l'audace n'est pas ce qui les caractérise. Elles disent qu'ils ne peuvent pas combattre avec précision. Ils reculent ou ils avancent suivant des plans dont la tactique et la stratégie leur échappent. Elles disent que ces armées ne sont pas redoutables, leurs effectifs étant recrutés, la participation n'y étant pas volontaire. Et toujours cette elles disent qui profère une parole féminine, qui prend le droit de parler de la guerre, parce que finalement, la guerre, c'était une affaire d'hommes. Et là, cette guerre, qui est une autre vision de la guerre,
est une guerre féminine, une guerre où les femmes vont utiliser leur manière de voir, qui n'est pas la masculine. Et il y a à plusieurs reprises des dénonciations de cette place inférieure des hommes, des femmes par les hommes, qui est présente. Et donc le livre devient plus politique au fur et à mesure qu'il avance, je crois. Et il y a vraiment cet appel à la libération qui se trouve dans ce livre-là, à la libération et à la réconciliation aussi. La fin n'est pas guerrière, la fin est au contraire une fin qui, certes, dit parfois violemment les choses. Par exemple ici, elles disent « honte à toi ». Elles disent « tu es domestiqué, gavé, comme les oies dans la cour du fermier qui les engraisse ». Elles disent « tu te pavanes, tu n'as d'autre souci que de jouir des biens que te dispensent des maîtres, soucieux de ton bien-être tant qu'ils y sont intéressés ». Elles disent « il n'y a pas de spectacle plus affligeant que celui des esclaves qui se complaisent dans leur état de servitude. » Elles disent « tu es loin d'avoir la fierté des oiselles sauvages qui, lorsqu'on les a emprisonnées, refusent de couver leurs œufs. » Elles disent « prends exemple sur les oiselles sauvages qui, si elles s'accouplent avec les mâles pour tromper leur ennui, refusent de se reproduire tant qu'elles ne sont pas en liberté. » Voilà une manière de dire avec force, avec vigueur. Et puis la réconciliation. Elles disent, toujours ce « elles disent », n'est-ce pas magnifique en vérité ? Les vases sont debout, les potiches ont attrapé des jambes, les vases sacrés sont en marche. Elles disent, la pente des collines ne va-t-elle pas repousser leur assaut ? Elles disent, les vases désormais vides de semences resserrent leurs flancs. Ils se déplacent lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elles disent, c'est le sacrilège, la violation de tous les règlements. Les vases enterrés jusqu'au col et réceptacles des objets les plus divers, spermatozoïdes humains, pièces de monnaie, fleurs, terre, messages. Elles disent qu'ils se déplacent lentement d'abord, puis de plus en plus vite. À qui demande pourquoi ces excès? Ne doivent-ils pas avoir la violence en dégoût? Leur constitution n'est-elle pas fragile, et dès le premier assaut ne se briseront-ils pas s'ils ne sont pas déjà en miettes pour s'être entrechoqués? Elles disent « écoutez, écoutez », elles crient « évohé, évohé », en sautant comme des jeunes chevaux sur les bords de l'Eurotas, en frappant la terre, elles accélèrent leurs mouvements. Voilà, encore ce rythme aussi dans cette écriture-là, écriture incandescente, écriture qui joue avec des choses essentielles, la place des femmes qu'elles prennent, que Monique Wittig prend sans honte, en dégageant ce qu'il doit dégager. Et donc il y a une force dans l'écriture de ce texte-là. Continuons notre parcours qui comporte encore 3 livres. Parmi les livres que j'ai terminés, ou du moins dont j'ai terminé, là encore, la saison 2, on avait déjà des saisons dans le Donjon de Naheulbeuk ici, c'est la saison 2 des Nouvelles Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. On est dans ce San Francisco des années 70, dont j'ai déjà parlé, surtout en parlant de la saison 1, c'est-à-dire des Chroniques de San Francisco. Et nos personnages, on les retrouve, personnages qui vivent tous à Barbary Lane, dans le même endroit, dont on voit petit à petit quels sont les liens,
dont on découvre aussi l'identité cachée. Et ce qui est intéressant et qui peut-être peut faire le lien avec le livre de Monique Wittig, même si ici on est dans une écriture masculine, mais qui met très fortement en avant l'homosexualité. Une partie des personnages sont homosexuels, d'autres sont hétérosexuels, et il y a les liens entre les deux qui sont parfois complexes. On a les personnages, par exemple, de Michael et de Mary Ann. Lui est homo, elle ne l'est pas, mais qui partent faire une croisière qui ressemble à la croisière Samuse sur le même bateau que la croisière Samuse, le Pacific Princess. Et ils vont au Mexique, et là, qui va trouver l'amour, elle ou lui, ou les deux, ou aucun? Et puis alors donc, bon là elle rencontre, elle, un certain Burke qui a tout oublié, et là aussi ça donne des scènes assez intéressantes, parce qu'il est très sensible aux roses, donc dès qu'il y a des fleurs, des roses qui sont présentes, ou quasiment dès qu'on en parle, il vomit. Enfin, c'est une histoire assez terrible, et on sait pourquoi à la fin, ça je ne veux pas vous dire, parce que sinon ça vaut presque plus la peine de lire cette histoire-là. Puis on découvre aussi l'identité de Madame Madrigal, son rapport avec Mona, qui est un des autres personnages, rapport assez étrange, puisque Madame Madrigal, là je spoil, donc n'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles pendant un petit instant. Madame Madrigal est le père de Mona, Madame le père, donc on voit qu'il y a aussi la question de la transsexualité, question qui est devenue ultra sensible aux États-Unis en ce moment, et qui nous renvoie dans cette période de liberté des années 1970, mais avec aussi les malheurs des gens qui vieillissent, des gens qui meurent, des gens qui ont des problèmes. La question de l'homosexualité, elle est difficile à dire à la famille. Dès qu'on sort de San Francisco, les esprits sont plus étroits. Et donc, on lit ce livre à la fois avec beaucoup d'humour. Un chapitre qui s'appelle « Une rose est une rose », par exemple. Évidemment, allusion à Gertrude Stein, où on découvre justement aussi l'anagramme derrière le personnage de Anna Madrigal. Et des mystères sont résolus, donc voilà, je ne vais pas en parler plus, mais j'apprécie bien ces nouvelles chroniques de San Francisco. J'ai ensuite de nouvelles chroniques, c'est un autre titre, mais la saison 3 qui m'attend, donc j'y viendrai aussi bientôt. Mais continuons notre parcours, plus que 2 livres à évoquer. Je vais commencer par un livre qui est la suite de ce que j'ai lu lors des semaines précédentes. Javier Cercas, j'avais lu Terra Alta, et Indépendance en est la suite. Et on retrouve notre personnage de Melkor qui, 4 ans plus tard, donc après avoir résolu cette histoire de Terra Alta, après avoir vécu des moments extrêmement douloureux, va se retrouver dans une histoire qui mêle politique et trafic humain, trafic de femmes, assez sordide, vidéos de viol, enfin des choses qui sont, là j'en suis encore au début, mais ce qui nous est raconté est assez glauque et ne peut que rendre le personnage de Melkor, qui est un violent, assez fou de rage. Et il va tabasser les gens, il a l'habitude de tabasser les gens qui tapent leurs femmes. Et donc on redécouvre, enfin on retrouve ce personnage, on retrouve des nouveaux rapports avec les personnages qu'on a vus dans la partie précédente. Il va être engagé donc non plus en Terra Alta, où il se trouvait dans une région un peu paumée, où il se passe rien, sauf dans le roman qui s'intitule comme ça. Il va se retrouver donc toujours là-bas, mais là il est en détachement à Barcelone pour régler une histoire, parce que la maire de Barcelone se retrouve sur une vidéo, semble-t-il,
assez compromettantes, et on nous raconte dans quelles conditions pouvaient être tournées ces vidéos, et par qui, mais je ne veux pas le dire ici, parce que je ne sais pas trop où ça va nous mener, mais bref, on entre dans le côté sordide de la politique, et Dieu sait si aujourd'hui, la sordidité de la politique, on la sent, on la devine. Et là, elle est là aussi. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant à la dernière page que j'ai lue. C'est, tout d'un coup, on parle du livre précédent. Il y a, ça c'est une tradition espagnole, c'est Don Quichotte qui fait déjà ça dans le 2e volume. Puisque Melchor, le personnage principal, en plus d'être flic, c'est un amateur de romans. D'ailleurs, au début de ce livre-là, il hésite à tout plaquer pour devenir bibliothécaire, le métier de sa femme. Et là, tout d'un coup, il parle avec un de ses collègues qui le supervise un peu. « On vous a dit pour le roman, n'est-ce pas ?» finit-il par demander. Melchor met du temps à répondre. « Le roman ? Quel roman ? Celui qui parle de vous. » Pendant quelques secondes éternelles, les 2 policiers se taisent. Terra Alta, c'est son titre. L'auteur s'appelle Javier Cercas. Bien que Melchor ait entendu parler d'un roman s'intitulant ainsi, il ne l'a pas lu. Melchor ne lit pas les nouveautés littéraires, oui, il lit beaucoup les romans du 19e siècle. Et il ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Le commissaire essaye de lui expliquer, mais son explication est confuse. Et tout ce que Melchor parvient à discerner, tandis que la troublante impression d'avoir déjà vécu cet instant, ou de l'avoir rêvé le gagne, c'est qu'il est devenu le personnage principal d'un roman qui a pour titre Terra Alta. Et donc tout d'un coup, le roman précédent devient objet de l'histoire. Alors là, c'est le moment où ça apparaît, cette chose-là, qui m'a fait tilt dans la tête, enfin qui tout d'un coup m'intéresse et fait sortir peut-être ce livre-là du pur roman policier. Et quel rôle jouera le roman dans le nouveau roman qui s'appelle donc Indépendance de Javier Cercas? Ça, j'en parlerai aussi un peu plus tard, puisque là, j'en suis encore vers le début de cette histoire-là. Et dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, livre que j'ai là aussi commencé il y a peu, c'est Béton armé de Philippe Ramy. Philippe Ramy, c'est un auteur que j'ai déjà lu un peu. J'avais lu surtout de lui des chroniques ou des choses assez brèves. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a pu voyager très tard et dans des conditions compliquées, puisqu'il était atteint d'une maladie des os de verre qui aurait dû l'empêcher de voyager, et puis il peut quand même, il va donc à Shanghai, et il décrit cette ville de Shanghai avec fascination, tout en nous racontant d'autres histoires, et c'est écrit avec une forme extrêmement... C'est assez difficile à la qualifier, mais il y a quelque chose de très très fort dans le regard. Il voit les détails, il s'intéresse avec acharnement à ce qui est autour de lui et à la chance qu'il a de se retrouver à Shanghai, à la ville au béton armé de cette ville qu'il découvre dans le début de cette histoire. Voici comment, justement, il décrit Shanghai au départ. Shanghai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit, rien ne vient.
puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machines de guerre, un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surfaces, amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se coupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes, kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons. Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radioconcentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chair et de choses, flux d'essence, giclant de vitrine en vitrine, grâce, pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules miroirs, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiqués, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shanghai est à la fois mangouste et cobra. Voilà comment commence ce livre-là. Évidemment, comment ne pas être happé par cette écriture-là qui rend Shanghai une ville que j'ai vue moi-même, mais de loin. Je suis passé pas très loin, mais j'ai vu des grues et des bâtiments qu'on construisait. Mais j'ai frôlé Shanghai. Alors que lui était dedans, à l'intérieur de cette chose immense et complètement dingue. Et il rend bien ceci, il décrit les lieux. Et il parle aussi de sa propre vie, de ses origines égyptienne et allemande, et de sa maladie discrètement. Mais c'est là aussi, et c'est très... Ouais, c'est un livre très beau, il parle des Chinois, décrit ce qu'il voit de ces gens-là. Bref, on est dans la tradition du livre de voyage, et dans la belle tradition du livre de voyage, avec Béton Armé, mais le voyage qui peut-être se confronte à la ville moderne, à la ville qui fait un bruit énorme, qui est fatigante, mais qui justement donne, quand elle est transformée par le livre, quelque chose de très beau. Je vais continuer à lire ceci, j'en parlerai peut-être plus, ou avec plus de précision la prochaine fois, mais là on arrive à la fin de ces lectures de la semaine, lectures nombreuses dont voici l'essentiel, et je perds tout, donc avant que tout ne se déglingue, je vais vous dire au revoir et à la semaine prochaine.